Bonjour à tous, capsule juridique numéro 131 du 12 janvier 2023. Je vais vous parler aujourd'hui du Canada, des USA et de la France. Dans mes deux précédentes capsules, je vous avais évoqué une plainte déposée en Suisse par le banquier Pascal Najadi. Celui-ci a ouvert un canal Telegram que je vous suggère d'ailleurs de suivre. Je mets le lien sous cette capsule-ci, et dans lequel il fait état d'une plainte identique déposée au Canada contre Justin Trudeau le mois dernier. La vidéo n'est pas datée précisément. Cette femme qu'on voit sur la vidéo a donc déposé une plainte pour génocide contre le Premier ministre canadien Justin Trudeau. La vidéo est filmée par la personne qui accompagne la plaignante pendant que celle-ci dépose sa plainte à la police. Alors, le son est assez mauvais, il faut vraiment tendre l'oreille, monter le niveau à fond, mais ça vaut le coup quand même d'être entendu. Et évidemment, j'ignore à ce jour où on est cette plainte, mais ça vaut le coup de le suivre. Alors la plainte a pris soin, la plaignante, au moment du dépôt de sa plainte, dans la vidéo, prend soin de demander le matricule des deux policiers qui l'ont reçu et qui ont promis sur le moment qu'une référence de plainte lui serait communiquée, ce qui est en effet le cas quelques minutes plus tard. Alors difficile de voir sur le visage des deux policiers s'ils prennent la femme au sérieux ou pas. Ils sont impassibles, donc ça peut être bon ou mauvais signe, je ne sais pas trop. Mais c'est une affaire à suivre et je suis curieuse de voir où ça va mener. Et juste après, la personne qui accompagnait la plaignante et qui filmait a elle-même déposé à son tour exactement la même plainte. La vidéo se trouve sur Rumble, donc il faut visionner avec un VPN. Et de son côté, Pascal Najadi, donc le banquier suisse, alimente sa chaîne YouTube à flux continu. Et je remets l'adresse sous cette capsule. Sa plainte à lui, qui avait la particularité d'être très brève, c'était une page, ciblée sur un fait précis qui était le mensonge d'Alain Berset, président suisse, et donc potentiellement facile à instruire et ensuite facile à juger. Sa plainte donc fait le tour du monde et fait aussi potentiellement des émules. Donc ça va être très intéressant à suivre, et il est interviewé un peu partout, parfois en allemand, parfois en anglais et parfois en français. Aux USA à présent, l'association de Robert Kennedy Jr., conjointement avec d'autres demandeurs, a lancé une action fondée sur la loi antitrust et la liberté d'expression contre différents groupes constitués en partenariat afin de censurer l'information depuis 2020. Voici un extrait de l'article publié sur le site de Children's Health Defense, donc le nom de l'association de Robert Kennedy Jr. Je cite. Robert Kennedy Jr. intente un procès antitrust contre les médias traditionnels pour leurs efforts visant à exclure leurs rivaux des plateformes Internet. Un avocat de renommée mondiale se joint aux professionnels de la santé, aux journalistes indépendants et aux médias pour dénoncer la collusion entre les grands conglomérats médiatiques visant à réduire au silence les petits éditeurs concurrents en violation des lois antitrust et de la liberté d'expression. Une action antitrust, la première du genre, a été déposée mardi contre la British Broadcasting Corporation, donc la BBC, le Washington Post, Reuters et Associated Press, afin d'obtenir des dommages et intérêts s'élevant à plusieurs millions de dollars en raison de la censure collusoire exercée sur les éditeurs d'informations sanitaires et politiques en ligne qui ont osé remettre en question le récit relatif à des questions vitales telles que la pandémie de Covid-19 et les mandats de vaccination. L'action en justice révèle qu'en mars 2020, un partenariat a été créé sous le nom de Trusted News Initiative, donc TNI, entre Big Tech et les médias traditionnels, pour exclure les éditeurs rivaux des plateformes Internet dominantes. Le 10 décembre 2020, TNI, donc le partenariat, a accepté de se concentrer sur la lutte contre la propagation de la désinformation néfaste sur les vaccins. Cet effort coordonné est par définition un classique boycott collectif illégal visant à nuire à la capacité des petits éditeurs à être compétitifs ou même à survivre. Parmi les membres de ce partenariat figurent des médias traditionnels tels que la BBC, le Washington Post, Reuters et Associated Press, ainsi que les géants des médias sociaux et de la technologie, Twitter, Meta, donc Facebook et Instagram, Microsoft avec LinkedIn et Google YouTube. Les membres de TNI détiennent collectivement 90% du marché global des médias sociaux, 85% du marché de l'information en ligne sur les médias sociaux, 90% du marché des réseaux sociaux, 75% du marché de l'hébergement vidéo et plus de 90% du marché des moteurs de recherche. La plainte cite de multiples exemples de ce qui, selon les plaignants, viole les lois antitrust. De leur propre aveu, les membres du partenariat TNI ont convenu de travailler ensemble et ont travaillé ensemble pour exclure des plateformes Internet dominantes
Dans le monde, les éditeurs de nouveaux rivaux qui s'engagent dans des reportages qui contestent et concurrencent les reportages des membres de TNI sur certaines questions relatives à la Covid-19 et à la politique américaine. Par exemple, les membres du TNI ont estimé que les éléments suivants constituaient de la désinformation, entre guillemets, qui ne pouvaient être publiés sur les plateformes Internet dominantes dans le monde. Premièrement, les affirmations selon lesquelles le Covid provient d'un laboratoire de Wuhan en Chine. Deuxièmement, les affirmations selon lesquelles les vaccins Covid ne préviennent pas l'infection. Troisièmement, les affirmations selon lesquelles les personnes vaccinées peuvent transmettre le Covid à d'autres personnes. Et quatrièmement, les affirmations selon lesquelles des courriels et des vidéos compromettants ont été trouvés sur un ordinateur portable appartenant à Hunter Biden. Le TNI n'a pas seulement empêché les utilisateurs d'Internet de faire ces affirmations, il a fermé les éditeurs de nouvelles en ligne qui ont simplement rapporté que de telles affirmations étaient faites par des sources potentiellement crédibles, comme des scientifiques et des médecins. Je cite toujours, « Un important précédent juridique est clair sur les questions abordées dans le procès antitrust, comme l'a déclaré la Cour suprême dans une autre affaire, Associated Press contre États-Unis. La liberté de publier signifie la liberté pour tous et non pour certains. La liberté de publier est garantie par la Constitution, mais la liberté de s'associer pour empêcher les autres de publier ne l'est pas. La liberté de la presse de toute interférence gouvernementale en vertu du premier amendement ne sanctionne pas la répression de cette liberté par des intérêts privés. » Le docteur Ben Tapper, le docteur Joseph Mercola, l'éditeur d'information indépendant et fondateur de Gateway Pundit, Jim Hoft, les journalistes indépendants Ben Swan et Erin Elizabeth Finn, les organes d'information indépendants Trial Seat News et Creative Destruction Media et les militants de la liberté et de la santé, T et Charlene Bollinger, se joignent à Robert Kennedy Jr. et à Children's Health Defense en tant que plaignants. Je cite maintenant, également cité par l'article, Robert Kennedy lui-même. Mon oncle, le président Kennedy, et mon père, le procureur général, ont cherché à poursuivre avec vigueur les lois antitrust qui sont toujours en vigueur dans la nation. En tant que responsables privés de l'application de ces lois, nous sommes convaincus que la Cour fédérale du Texas défendra notre liberté fondamentale de concurrencer les médias traditionnels sur le marché des idées. Fin de citation. Et l'article se termine avec Robert Kennedy Jr. et son association remettent depuis longtemps en question la sécurité et l'efficacité des vaccins, se battant plus récemment contre les vaccinations Covid-19, les mandats du gouvernement américain et d'autres actions de réponse à une pandémie. Fin de citation. Alors, la plainte est assez volumineuse, je vous mets le lien sous cette capsule, elle fait 96 pages. Je vous invite à lire l'article en entier, puisqu'il contient de très nombreux liens vers différents éléments évoqués, donc affaire à suivre là encore, et les juges vont évidemment bientôt être débordés de partout, puis c'est très bien comme ça. Pour la France à présent, j'attire votre attention sur un article et une initiative de l'association La Quadrature du Net. Le 5 janvier dernier, cette association dont j'ai déjà parlé dans d'autres capsules publiait un article dont voici les trois premiers paragraphes. Je cite. En catimini, pendant les fêtes, le gouvernement a déposé le projet de loi concernant les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Comme on l'attendait, ce texte prévoit d'ouvrir la voie à une légalisation de la vidéosurveillance automatisée, en abrégé VSA, le tout sous un vernis théorique d'expérimentation limité dans le temps, et ce alors que partout sur le territoire ces technologies sont déjà employées dans l'illégalité et l'impunité la plus totale. Prenant pour prétexte l'organisation prochaine de grandes compétitions sportives, le gouvernement et nombre de parlementaires se posent en défenseurs de l'industrie française en lui permettant de s'étendre durablement sur le marché de la vidéosurveillance. Pour rappel, la vidéosurveillance automatisée, c'est la surveillance policière massive de l'espace public pour détecter des comportements réputés anormaux. C'est le suivi algorithmique d'individus suspects, entre guillemets suspects, dans la rue. C'est l'intelligence artificielle pour faire la chasse aux illégalismes populaires. C'est à terme l'identification par reconnaissance faciale en temps réel et la massification de la vidéo-verbalisation. Ce sont des dizaines de millions d'euros d'argent public pour des technologies dangereuses déployées sans aucun débat digne de ce nom. Si nous voulons tenir en échec ce projet de société, il nous faut obtenir coûte que coûte le rejet de ces dispositions. Tenez-vous prêts pour la mobilisation. Fin de citation. La suite de l'article explique en quoi les Jeux Olympiques de Paris sont, comme toujours, utilisés comme prétexte de façon opportuniste pour implanter une mesure qui est ensuite bien sûr destinée à durer. Et d'autres exemples sont donnés à propos de mesures identiques ou comparables prises à l'étranger à l'occasion d'autres éditions des Jeux Olympiques, notamment au Brésil et au Japon. L'article se termine sur les paragraphes suivants. Je cite à nouveau.
La VSA est un changement de dimension de la surveillance de masse. En autorisant l'État à analyser, classer, évaluer les mouvements et comportements de chaque individu dans l'espace public, en lui donnant des pouvoirs de décision décuplés par l'automatisation de la prise de décision, cette technologie transforme notre rapport à l'espace public et démultiplie les capacités de contrôle et de répression de la police. Nous allons nous battre pour que cette première étape de la légalisation de la VSA ne puisse jamais voir le jour. Nous allons avoir besoin de vous afin de montrer l'opposition de la société à cette technologie et interpeller les parlementaires. La bataille commence au Sénat dès le 18 janvier, avant que soit transmis le texte à l'Assemblée. Nous reviendrons rapidement avec de nouvelles analyses et des outils pour vous permettre d'agir avec nous. En attendant, nous vous invitons à venir nombreux et nombreuses en discuter le 14 janvier à la Flèche d'Or à Paris. Nous parlerons Technopolis et Jeux Olympiques avec des militants et chercheurs qui travaillent sur le sujet. Fin de citation. Une référence est aussi donnée d'un rapport du Défenseur des droits qui, en 2021, considérait à juste titre l'utilisation de la VSA comme un système de traitement de données biométriques qui le soumet donc à des contraintes particulières. Enfin, un lien est fait tout au bas de l'article vers les infos pratiques pour l'action proposée. Je mets également ce lien sous cette capsule. Une mobilisation importante est suggérée et je vous invite non seulement à aller lire l'article, le lien est donc sous ma capsule, mais aussi à relayer cet article de manière très très active. Et s'il vous plaît, lisez cet article en entier et suivez les travaux de cette association dont les approches sont juridiquement très rigoureuses et très intéressantes. Enfin, pour terminer, je signale que l'entreprise Pfizer a lancé un nouvel essai clinique pour étudier les effets secondaires de nature cardiaque chez les moins de 21 ans après injection des thérapies géniques Covid-19. Vous connaissez la formule, on crée un problème, ensuite on arrive avec une solution, entre guillemets. Alors je vous lis la description de l'étude sur le site officiel Clinical Trial. Je cite. Le but de cet essai clinique est de connaître la sécurité et les effets du vaccin étudié, appelé Comirnaty, pour la prévention potentielle, j'aime beaucoup le potentiel, du Covid-19. Cette étude recherche des participants qui, d'une part, sont âgés de moins de 21 ans, ensuite se sont présentés dans un centre médical participant avec une évaluation en salle d'urgence et ou une hospitalisation, ont reçu la première, deuxième, troisième dose ou une ou plusieurs doses de rappel de Comirnaty, dans les 7 jours suivant l'apparition précédent, je dirais plutôt l'apparition des symptômes, qui ont répondu aux critères de la définition de cas de myocardite ou péricardite probable ou confirmé du CDC, puisque ça se passe aux États-Unis, excusez-moi, et qui ont été capables de donner un consentement éclairé, signé par les parents ou tuteurs légaux des mineurs et ou des patients, qui comprend le respect des exigences et des restrictions énumérées dans les documents de consentement, etc. Cette étude examinera les effets potentiels à long terme associés à la myocardite-péricardite après la vaccination par Comirnaty, l'association de la myocardite-péricardite chez les participants ayant reçu le vaccin par rapport à ceux ayant été affectés par le Covid-19 sera également examiné. Cela nous aidera à déterminer si Comirnaty est sûr et efficace et s'il existe une association myocardite-péricardite qu'il convient de noter. Les participants prendront part à cette étude pendant une période allant jusqu'à 5 ans. Pendant cette période, ils subiront des examens complets d'imagerie cardiaque et des visites de suivi conformément aux directives énoncées dans le protocole de l'étude. Fin de citation. Alors, normalement, ce type d'étude, monsieur Pfizer, ça se fait avant. D'accord ? Ça fait 3 ans qu'on nous bassine, 2 ans qu'on nous bassine avec l'efficacité, et maintenant on nous demande si oui ou non, on se demande si oui ou non le vaccin est efficace. Alors nous, évidemment, comme tout le monde, on a une petite idée sur le sujet, mais cette étude c'est sidérant, quoi. Ça se passe de commentaires. Mais en fait, les dégâts étaient connus avant. Je rappelle, si nécessaire, que dès octobre 2020, donc 2 mois avant le début des campagnes d'injection, le site de la FDA publiait un document dont je remets le lien sous cette capsule avec la liste des effets secondaires auxquels il fallait s'attendre. Et ils étaient parfaitement informés, d'une part parce que les premiers essais avaient déjà révélé pas mal de décès. Alors j'ai plus le chiffre exact en tête, donc je vais éviter de dire une bêtise, mais si je le retrouve, je le mettrai en commentaire. Et c'était 2 mois avant le début des injections. Il n'y a pas d'erreur, c'est 2 mois avant. Et c'est bien un document officiel que vous trouverez encore sur le site de la FDA qui est depuis octobre 2020. Alors je vous remets le lien sous cette vidéo du document en question, passez directement en page 17 et voici la traduction de la liste déjà effrayante des effets annoncés. Le syndrome de Guillain-Barré, encéphalomyélite aiguë disséminée, myélite transverse, encéphalite, myélite, encéphalomyélite, méningo-encéphalite, méningite,
encéphalopathie, convulsions, épilepsie, AVC, narcolepsie, catalepsie, anaphylaxie, infarctus aigu du myocarde, myocardite, péricardite, tiens, maladie auto-immune, décès, troubles de la grossesse et de la naissance, autres maladies démyélinisantes aiguës, réactions allergiques non anaphylactiques, thrombocytopénie, coagulation intravasculaire disséminée, thromboembolie veineuse, arthrite et arthralgie, douleurs articulaires, maladie de Kawasaki, syndrome inflammatoire multisystémique chez l'enfant, maladie renforcée par les vaccins. Imaginez la gravité de ces effets d'un vaccin qui n'est même pas encore lancé, enfin un vaccin entre guillemets, qui n'est même pas encore lancé. Alors j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent notamment tous les membres de ma famille ou de mon entourage amical qui me dénigrent depuis 3 ans. J'aimerais bien savoir ce qu'en pensent mes clients habituels qui pour certains m'ont hurlé dessus par Facebook interposé quand je communiquais encore en mon nom pour mettre en garde avant et tout au début des injections, m'assurant qu'il fallait faire confiance à la science avec un grand S et que n'était au final qu'une petite avocate incapable de comprendre quoi que ce soit. Mais je doute de recevoir la moindre réponse cohérente en fait. J'avais déjà tenté de montrer cette liste à mes parents notamment, à mon frère, mais je m'étais heurté à un refus, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient même pas entendre qu'il s'agissait d'une substance en phase d'essai. J'ai montré le site Clinical Trial, ils ont refusé de regarder. Ils n'ont pas voulu non plus regarder ce document de la FDA, donc j'imagine que de la part de tous les gens qui raisonnent de cette manière-là, ils n'accepteront pas non plus d'entendre parler de cette solution, entre guillemets, de Pfizer. Non même pas pour lutter, mais pour tenter d'identifier les problèmes cardiaques et pour voir si oui ou non ceux-ci sont liés à leurs injections. Enfin, dans des moments comme ceux-là, moi j'admire tellement les lanceurs d'alerte qui tiennent bon pendant des décennies contre vents et marées. Comment est-ce qu'ils parviennent à s'habituer à être ainsi dénigrés, insultés, mis à l'écart par des gens qu'ils aiment et qu'ils essayent de protéger? Je dois dire, voilà, désolé, c'était la petite minute coup de gueule, mais j'aimerais bien aussi que Pfizer m'indique pourquoi leur essai ne concerne que les moins de 21 ans. Des crises cardiaques, il y en a, enfin vous les voyez comme moi, il y en a partout, à l'appel. C'est tous âges confondus, des gamins, des ados, des adultes, mais des plus âgés aussi. Donc, enfin, il faut arrêter, je sais pas, je sais plus ce qu'il faut faire. Mais voilà, je peux vous parler de cette, entre guillemets, nouvelle étude pour vous donner un argument de plus. C'est pas juridique là, je me suis un peu emportée, c'est pas juridique, mais c'est important de voir comment ça fonctionne. Donc voilà, ça fait un élément de plus à faire tourner. J'en ai parlé aussi sur mon canal Trust the Real Science. Donc vous pouvez reprendre juste la partie sur l'étude en question et faire circuler pour que les gens aillent voir. Voilà, et bien écoutez, donc sur ces bonnes nouvelles, les autres juridiques, je vous souhaite une très belle journée, tenez bon, et puis à très bientôt. Au revoir.